C'est une famille qui était composée jusque-là de 5. Aujourd'hui, on doit composer avec plus de 5, du moins d'ici quelques mois. C'est en tout cas ce que a révélé le président sud-africain qui était l'hôte de ce sommet 2023 des BRICS. Ce groupe, ce bloc plutôt, né avec des pays émergents qui, certains d'entre eux, appartenaient à ce qu'on appelait le tiers-monde. Les 5 membres jusque-là étaient la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud et bien sûr la Chine, j'ai cité. Aujourd'hui, ces membres ont su se faire une publicité sur la scène internationale. On va savoir déjà les intérêts que représente ce bloc aujourd'hui sur l'échiquier international. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce bloc attire de plus en plus de membres? En tout cas, on a parlé de 40 autres pays qui souhaiteraient adhérer à ce bloc. Mais tout d'abord, que représente ce bloc sur l'échiquier international et surtout son influence sur la scène politique, économique, sur le plan international? Avec nous dans ces studios, nous sommes avec l'ambassadeur Joseph Mutaboba. Il est ancien représentant du Rwanda aux Nations Unies. Il a également occupé plusieurs postes au niveau du gouvernement ici au Rwanda, notamment aux affaires étrangères. Il a également été représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies dans plusieurs pays, notamment le Darfour et également la Guinée-Bissau. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Voilà. Dommage que souvent on se réunit pour des points chauds. On parle peu de la paix. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de parler économie et bien sûr politique. Également un sujet très intéressant pour vous, Damien Mzoun. Vous êtes entrepreneur social du groupe Aina Think Tank. La politique, c'est votre pain quotidien, bien que vous ne soyez pas politicien, mais c'est quand même une matière qui vous intéresse au plus haut point, mais également le développement socio-économique du continent africain. Je sais que ça vous tient tellement à cœur. Exactement, ça fait plaisir de se retrouver pour parler voilà. des questions. Voilà, déjà peut-être pour nous placer dans le temps et dans l'espace. Et avant de parler du sommet 2023, monsieur l'ambassadeur, ce groupe des 5, les BRICS, comme le nom même l'indique, déjà est-ce qu'on peut, tous membres des Nations Unies, on doit rappeler ça, certains font même partie des grands au niveau des Nations Unies, mais ils appartiennent tout de même à un autre groupe qui s'appelle les BRICS. Monsieur l'ambassadeur, dans quel contexte déjà, pour comprendre, ce groupe des 5 est né, puisque c'est l'un des derniers, en tout cas, groupes d'être né. Quels étaient les motifs à l'époque déjà de leur création, les motivations de leur création? Le motif de la création des BRICS se retrouve dans l'histoire assez lointaine d'ailleurs, pas nécessairement une histoire toute proche de l'ordre mondial ou des relations internationales. Ça date de très longtemps parce que dans le temps, dans les années 1885, avec la conférence de Berlin, et quelques années plus tard, donc quand je parle de la conférence de Berlin, nous parlons de 138 ans aujourd'hui qui sont écoulés, qui sont partis. Donc, les gens qui se sont réunis à Berlin à ce moment-là, et qui se sont répartis l'Afrique, ils l'ont fait... Comme un gâteau, hein? Mais comme un gâteau, oui, bien sûr. Malheureusement. Donc ça, c'est historique. Ils l'ont fait, mais sans la présence des Africains. Des Africains. Et sans la présence des autres, c'est même mieux dit. Ni la présence, ni la connaissance. Voilà. De ce qui se passait en tout cas. Alors, quelques années plus tard, en 1944 ou 1945 même, quand la Deuxième Guerre s'est terminée, avec là, la création... je saute carrément de 1919, quand on avait créé ce qu'on appelait
La Société des Nations, la SDN. Mais pour arriver à 1945, en octobre que c'était, on a créé les Nations Unies. Qui marquait la fin de la SDN et l'échec des objectifs que s'était assigné la SDN. Oui, oui. Donc, des 26 pays qui ont commencé au début, jusqu'à 51 pays qui ont contribué à créer les Nations Unies. Aujourd'hui, dans les années 20-23, tout comme quelques années plus avant, quand les BRICS sont nés, il y a plusieurs années. J'ai parlé de 138 ans, je parle de 79 ans. Donc, toute cette période, si longue ou courte qu'elle serait, ça dépend de celui ou celle qui les juge, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Les pays qui n'ont pas participé, les pays qui étaient ignorés à Berlin. Ceux-là à qui on avait réservé aucun morceau du gâteau de Berlin. Aujourd'hui, ils existent et ils ont une voix. Les pays qui n'ont pas participé dans la composition du groupe important pour gérer les affaires courantes du monde se retrouvent aujourd'hui en train de se poser les mêmes questions, c'est-à-dire pourquoi pas nous? Ou bien nous, et nous c'est quand? Et nous c'est quand? Puisque nous avons un mot à dire. Et nous c'est quand pour le gâteau? Ah non, c'est pas pour le gâteau, mais pour participer à la vie. À la gestion du monde. À la gestion du monde. Okay. Alors, cela déjà suffit pour expliquer la naissance des BRICS. Des BRICS. Mais si vous regardez encore une fois dans la nature même du BRICS, aujourd'hui, tels qu'ils sont, aucun membre des 5, aujourd'hui, bientôt ça va être 11, aucun de ces membres ne conteste ce que je viens de dire à propos de l'histoire des Nations Unies. Oui. Et plutôt, ils disent, écoutez, les Nations Unies, nous sommes tout à fait d'accord, vous êtes bien nés en 44, 45, on a compris, on a suivi tout le parcours, mais on regarde qu'il y a toujours des points faibles. On ne partage pas comme on devrait partager, on ne résout pas les problèmes tels qu'ils devraient être résolus. Donc, il y a quelque chose qui doit changer. On doit fignoler la formule pour voir si on peut changer et arriver à quelque chose. C'est dans ce contexte-là. Tout à l'heure, après l'élément qu'on va suivre, justement, on va voir est-ce que ne sont-elles pas de belles paroles, peut-être déjà aussi frustrées, n'avoir pas eu droit au gâteau de 1885 et aussi, bien sûr, après 1945 également, il y a eu une autre forme de redistribution de cartes. Damien, c'est une autre époque, bien entendu, mais avec des conséquences aujourd'hui. Est-ce que les BRICS représentent-ils une force aujourd'hui sur laquelle on doit compter? Bien évidemment, parce que quelque part, vous voyez, avant les BRICS, pour compléter ce que mon doyen venait de dire, nous avions eu G7 ou G8. Ils se sont réadaptés, mais l'échec peut-être des G8 a créé G20. Et dans G20, vous retrouvez que les mêmes pays qui sont là aujourd'hui se sont retrouvés encore dans le G20 et ces pays même qu'on a dû ajouter font aussi partie intégrante de la G20. Donc mon analyse de la chose, c'est comme si le monde est à perte de pouvoir, d'influence et de pouvoir. Si les Nations Unies, déjà, qui ont été, comme René vient de l'expliquer, le fait que les 5 droits de veto aient été délibérément donnés à 5 pays et qui après pose un problème parce qu'un pays comme l'Inde, qui a quand même une population qui tend vers 2 milliards aujourd'hui, ne peut pas être toujours ignoré et oublié. Et tous ces pays vont se lever. L'Afrique qui n'a même pas de représentation au sein de cette partie de ceux qui ont le veto. Donc l'Europe d'abord qui a déjà 3 à lui seul, si je parle du continent européen, pas en termes de l'Union européenne. France, Grande-Bretagne et la Russie, parce que bon, l'Allemagne n'a pas de veto, mais la Russie est quand même dans l'Europe. La Russie, même si elle qui ne fait est pas partie. mi-européen, voilà, voilà, on ne sait pas. Et ça, ils ont 3, et la Chine de l'autre côté. Donc vous voyez que quand des décisions veulent se prendre, il suffit que les alliés
se mettent ensemble, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, qui généralement composent ensemble, et il reste seulement la Chine et puis la Russie par défaut qui sont obligés de composer. Mais même s'ils composent, ils sont minoritaires par rapport aux trois. Alors, dans ces cas, il faudrait forcément qu'il y ait une réforme de cette organisation qui n'a pas pu avoir lieu. Et aujourd'hui, c'est la résultante de ces faiblesses au sein des forces, des influences et des pouvoirs qui devaient gouverner le monde, qui fait que chacun essaie de se retirer pour dire, bon, est-ce qu'on ne peut pas créer des organisations qui pourront nous permettre peut-être de faire aussi influence et bloc, parce que vous vous rappelez qu'à des moments donnés, on posait même des questions à des secrétaires généraux de l'ONU pour dire US, the UN is the US. Donc, alors qu'on veut dire UN is us, c'est nous. Mais parce que l'influence des États-Unis sur les Nations Unies aujourd'hui font que si on ne l'explique pas bien, on peut même banalement confondre les Nations Unies et aux États-Unis, qui ont quand même le pouvoir économique, même si parfois ils prêtent l'argent de la Chine pour investir dans cette organisation. Mais eux, ils ont compris qu'il fallait se positionner et que ce n'est que les voix qui portent dans le monde entier qu'il faut épauler. Et ils ont les sièges, le siège des Nations Unies en partie aux États-Unis, même s'il y a l'autre partie en Suisse. Donc je pense que tout ça aussi crée les frustrations qui amènent aujourd'hui. Espérons que cette organisation, elle, va porter des fruits et que ça ne va pas être des tiraillements. Parce que je crois qu'on a encore l'euphorie de la période de guerre froide qui est en train de revenir. Donc, essayons d'observer, de voir comment est-ce que ça va se passer pour que ça ne dégénère pas à d'autres conflits qu'on ne pourra pas maîtriser. Donc, notre souhait, c'est que ça soit pour la paix et non pour des conflits et des mésententes. Oui. Voilà, mais en attendant, j'aimerais qu'on puisse peut-être suivre l'actualité, parce que l'actualité oblige. Il y a eu ce sommet 2023 en Afrique du Sud. J'aimerais bien qu'on puisse suivre ce qu'ont été les moments forts de ce sommet et surtout de l'allocution de Vladimir Poutine qui était très attendu. On a annoncé finalement il vient, il ne viendra pas, il va parler par vidéoconférence, il ne va pas, tout ça, mais finalement, messieurs a parlé. On va voir dans cet élément de nos confrères de African News. On revient tout juste après. Le 15e sommet des BRICS s'est ouvert mardi à Johannesburg, avec au centre des discussions l'élargissement du bloc qui veut étendre son influence au niveau mondial. Dans une vidéo adressée aux dirigeants des BRICS, le président russe Vladimir Poutine a réaffirmé que la Russie ne reviendrait sur l'accord céréalier que si toutes ces conditions étaient remplies. Nous avons refusé de prolonger ce soi-disant accord après le 18 juillet. Nous serons prêts à revenir sur notre décision si et seulement si toutes les obligations à l'égard de la partie russe sont effectivement remplies. J'ai répété à maintes reprises que notre pays était en mesure de remplacer les céréales ukrainiennes, tant sur une base commerciale que sous la forme d'une aide gratuite aux États dans le besoin, d'autant plus que nous nous attendons à une excellente récolte. Le bloc composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud tient sa première réunion en personne depuis la pandémie de Covid-19. Poutine, grand absent de ce sommet, est sous le coup d'un mandat d'arrêt international lié à la guerre en Ukraine. Voilà, c'était là les quelques moments forts de ce sommet 2023 de BRICS. Monsieur l'ambassadeur, déjà cette année, tout à l'heure vous avez un peu écorché le point, il s'agissait d'envisager les voies et moyens d'intégrer, d'accepter des nouveaux membres. Nous sommes en 2023, c'est loin de 44, de 45, c'est loin des 1885, Berlin. En 2023, pourquoi et comment comprendre l'adhésion, parce qu'il y a le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères sud-africaine qui a parlé de l'intérêt d'environ 40 pays qui veulent intégrer. Finalement, on en a retenu 6. Déjà, comment comprendre une telle affluence, un tel intérêt pour ce bloc? Qu'est-ce qu'il représente? Doit-on dire que c'est un bloc de l'espoir?
c'est un bloc des frustrés? Non, je crois qu'il faut être positif. Je crois que c'est un bloc de l'espoir. Ça, c'est les diplomates qui parlent. C'est un bloc de l'espoir parce que ce n'est jamais trop tard pour faire des choses correctement. Donc si aujourd'hui le multilatéralisme sommeure ou bien est mourant, il y a toujours espoir à ce qu'il puisse se réveiller et il puisse devenir inclusif, c'est-à-dire aller au-delà des égoïsmes qui sont exprimés, qui sont devenus historiques. Alors, si cet espoir est là, que le multilatéralisme va être inclusif, ça veut dire que maintenant on pourra conjuguer de façon mutuelle, se mettre ensemble pour dire comment est-ce qu'on peut construire ensemble, comment est-ce qu'on peut croître ensemble. Parce que ça, c'est très important. Donc, si on a une croissance mutuelle accélérée, on ne peut l'atteindre que grâce à l'action de tout le monde. Et avec cela, là, on peut espérer, et encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est de l'espoir, on peut espérer qu'on puisse maintenant atteindre le développement durable. Donc, puisqu'on sera ensemble, on sera inclusif, donc c'est positif. C'est positif. On me dit qu'on a Laurent depuis Cotonou par Skype, bien sûr que les conditions météorologiques ne sont pas très bonnes. On va essayer de le rattraper vite. Laurent, vous êtes là, bonsoir. Bonsoir Eddy, bonsoir aux invités. Bonsoir. Voilà. Merci. Alors, Laurent, on a parlé déjà on a planté les décors. Le sommet 2023 des BRICS, quel intérêt déjà pour l'Afrique, ce bloc qui semble attirer de plus en plus de membres? On en a retenu 6 sur une quarantaine, une trentaine finalement qu'on a annoncé. Qu'est-ce que ce bloc représente pour vous, l'Africain que vous êtes, très attaché à l'Afrique? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui sur l'échiquier international? Tout à l'heure, j'ai posé la question à l'ambassadeur, est-ce que c'est un bloc des frustrés ou c'est un bloc de l'espoir? Alors moi, je ne commencerai pas à dire comme l'ambassadeur que c'est un bloc de l'espoir. Parce que vous savez, quand vous regardez un peu la géopolitique aujourd'hui, il y a ce que nous appelons les plus forts de l'Occident qui veulent tout contrôler au niveau du monde entier. Je veux parler de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, notamment la France et autres. Et donc, il y a un problème. Le problème, c'est que nous avons constaté qu'il y a un ordre économique qui existait depuis, mais qui n'était pas fait de justice. Donc, je crois que l'injustice du côté de l'ordre économique fait que beaucoup de pays s'intéressent à aller vers les BRICS, qui en fait s'avère être, je crois, ce bloc de l'espoir qui peut donner à chaque pays sa souveraineté et puis la capacité de se développer. D'ailleurs, on parle des pays émergents. Et donc, quand vous voyez un peu déjà la quarantaine de pays qui souhaitent intégrer les BRICS aujourd'hui, ça montre qu'il y a un problème. Ça montre qu'il y a certainement des frustrés qui voient à travers les BRICS, de l'espoir. Je vais parler, par exemple, vous imaginez que, par exemple, dans ces pays qui voulaient intégrer les BRICS, il y a par exemple le Gabon et la République démocratique du Congo qui ont voulu une coopération avec le groupe. Et donc, en dehors de ça, vous avez l'Éthiopie et l'Égypte qui ont été acceptés. Donc, quand vous voyez tout ça, vous comprenez que progressivement, d'ailleurs, il faut préciser aussi que le Nigeria aussi a souhaité entrer dans les BRICS. Cela montre clairement qu'il y a une volonté de ces pays africains de s'affranchir de la tutelle du colon qui continue de toujours contrôler un certain nombre de choses en Afrique. Quand je prends le Bénin, le Niger, le Congo, le Gabon, le Ghana, ces pays ont envie de s'affranchir. Et quand vous voyez la révolution qui s'observe du côté de la sous-région, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest depuis un moment, on a comme l'impression que les gens veulent véritablement une certaine indépendance. On parle d'indépendance depuis les années 60, mais véritablement, est-ce que ces pays sont indépendants? Donc, les BRICS, en fait, donnent de l'espoir. En ce sens que la Chine n'est pas un maillon à négliger dans la chaîne aujourd'hui. Quand vous prenez la Russie, quand il y a un problème, la Chine s'aligne directement derrière, en tout cas la plupart du temps,
derrière la Russie, l'aide également. Donc ces pays constituent une force de négociation, de discussion aujourd'hui, qui pour que sur la table, on mette les intérêts sur la table, discuter ensemble, plutôt que de continuer à primer un certain nombre de pays. Donc, j'estime que les BRICS s'avère être pour moi une porte de sortie pour ces pays qui longtemps végètent encore dans le sous-développement, faute d'indépendance réelle. Est-ce que ça n'est pas une situation qui pourrait fragiliser finalement la grande famille des Nations Unies? Oui, dans une certaine mesure, vous allez voir qu'au niveau des résolutions, ils ont parlé des Nations Unies, il faut revoir les statuts au niveau des Nations Unies. Aujourd'hui, les Nations Unies, telles que ça fonctionne, c'est la loi du plus fort. C'est malheureusement la loi du plus fort. Dans une certaine mesure, des résolutions sont prises au niveau des Nations Unies qui nécessairement ne sont toujours pas dans l'intérêt des pays. Parce qu'il y a des puissances derrière, notamment la France, les États-Unis par exemple, qui dictent leurs lois dans une certaine mesure. Donc aujourd'hui, si ça doit fragiliser ou pas les Nations Unies, ça dépendra des autres pays comme la France, des États-Unis. C'est à eux de revoir leur posture, de revoir leur mode de discussion, de négociation avec ces pays aujourd'hui. Autrement, oui, ça peut fragiliser les Nations Unies. Monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, c'est très important ce qu'il dit. Les pays africains, en tout cas, il y a une dizaine de pays, certains ont été admis dans le groupe. La même question que je vous pose, est-ce que cette adhésion-là ne risque-t-elle pas de fragiliser les Nations Unies? Si on veut pousser les Nations Unies à revoir sa façon d'opérer, est-ce qu'on ne risque pas de la fragiliser de cette façon-là? Moi, je raisonnerais plutôt par l'inverse. OK. Parce que si les Nations Unies ont fonctionné tel qu'elles l'ont fait jusqu'aujourd'hui, pendant toutes ces années-là, 79 ans, et qu'on a remarqué des défaillances ou bien des faiblesses du système, c'est le moment plutôt de pouvoir corriger cela. Et ça fait des années qu'on a suggéré des réformes du Conseil de sécurité, des réformes un peu partout, même dans la gestion de la boîte elle-même. Alors, si aujourd'hui on se dit, écoutez, on peut essayer de voir comment le Conseil de sécurité, par exemple, parce que nous avons un même problème qui revient, c'est le problème de paix et de sécurité dans le monde. Et cela revient pas seulement au Conseil de sécurité, mais ça revient à l'Assemblée générale. Donc ça veut dire tous les membres. De 1951 à 1945, nous sommes à 193 membres. Pays. Tous avec une voix pour chaque nation. On ne peut pas ignorer aujourd'hui, comme hier, donc comme dans le temps, comme il y a 79 ans, on ne peut pas ignorer 193 moins 51. Ça veut dire quoi? 149 pays. On ne peut pas les ignorer. Pas pour longtemps. 79 ans, c'est beaucoup. Il faut qu'il y ait un changement qui va dans le sens d'être inclusif. Mais dire inclusif, Damien, ça veut dire également céder. Ça veut dire céder. Certains grands doivent céder. Est-ce que ces grands sont-ils prêts à céder? Une réforme, c'est aussi des concessions. Maintenant, moi, je pense qu'il y a ce auquel les gens sont habitués. Et je crois que s'il faut revoir les cartes aujourd'hui et mettre le compteur à zéro, il vaut mieux tenir compte des réalités géopolitiques conjoncturelles pour pouvoir faire une réforme des Nations Unies. Parce que de l'autre côté, même ces organisations dont nous parlons et celles qui font l'objet de notre débat aujourd'hui, s'ils ne savent pas faire, je ne veux pas être prophète, mais ils risquent de tomber dans les mêmes pièges que les Nations Unies sont en train de tomber là-dedans. Parce que si vous parlez d'inclusivité et que ça fait partie de vos frustrations, et si vous voyez que les blocs qui ont posé leur candidature, toute l'Afrique de l'Ouest, par exemple, il n'y a même pas un seul. Toute l'Afrique de l'Est, c'est seulement l'Éthiopie et l'Égypte qu'ils ont pris. Et ils ont ajouté en Afrique du Sud.
Et donc l'Afrique actuellement a 3 membres. Ils ont été chercher l'Argentine, ils ont été prendre des pays comme l'Arabie Saoudite, l'Iran et tout. Donc c'est comme si les Émirats arabes unis, c'est comme si c'est des pays presque anti-occidentaux, si on peut le dire dans ces termes. Donc s'ils ne prennent pas des valeurs qui vont faire en sorte que le côté inclusivité soit pris en compte, parce que pourquoi la G7 et ou 8 et la G20 ont échoué? C'est parce qu'ils se sont formés sous forme de clubs de privilégiés. Après, quand ils veulent faire des réunions, ils sont obligés d'inviter certains de nos chefs d'État africains des pays du Sud, comme eux-mêmes l'appellent, pour qu'eux viennent participer juste pour faire l'écran. Mais ces pays ne sont pas généralement des membres de ces organisations. Mais ils se sentent quand même isolés. Si vous voulez parler aujourd'hui en termes d'un monde uni, vous ne pouvez pas juste dire les riches se réunissent quelque part et les pauvres, qu'ils se réunissent ou pas, on s'en fout. Et je pense que c'est là le véritable menace qui guette même cette organisation qui vient de naître. Si elle ne sait pas faire, elle risque de se faire prendre au même piège, de ne pas prendre en considération le fait que l'inclusivité ne doit pas être quelque chose de subjectif. Il faut être plus objectif et plus réaliste que de prendre position juste parce que on se retrouve entre les gens qui nous ressemblent ou qui parlent la même langue que nous. Et ça risque de se retourner contre eux. Il y a des pas que j'appelle des pas timides. Pas des pas de géants. Pas de pas de géants. Donc, si on dit déjà qu'on reconnaît toute la composition des Nations Unies, tous les organes des Nations Unies restent intacts. Oui. Tout ce que l'on demande, c'est quoi? Allons vers l'inclusion, l'inclusivité. Essayons de voir comment les pays qui n'étaient pas là il y a 79 ans, quand cela a été créé, peuvent aujourd'hui avoir un mot à dire en ce qui concerne la marche et la vie de l'organisation. Donc, ça, ce n'est pas trop demandé. Et c'est de ce fait que je crois... Sans être trop méchant, est-ce que doit-on vraiment... Allons-nous imaginer une seule seconde la prise en compte de la vie, même des plus petits pays, sur la direction à prendre, sur certaines décisions à prendre sur le plan international? Doit-on prendre en compte tout le monde? Je dois le répéter, 138 ans après, ou 79 ans après, quelque chose doit changer, dans le bon sens et dans la bonne direction. S'il n'y a pas cette inclusivité, s'il n'y a pas cette noblesse de dire l'autre aussi compte. Si on n'a pas cette noblesse d'esprit, rien ne va aller, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Tout va barder et ce n'est pas bon. Donc, il faudrait que cette inclusivité soit une source de dynamisme qui va créer un monde nouveau. Et c'est à cela que je crois. Laurent, vous êtes là avec nous? Je suis là. Laurent, parmi les objectifs premiers lors de la création des BRICS, il s'agissait de trouver des moyens de pouvoir faire la réforme par rapport aux institutions financières internationales. Là, on parle forcément des institutions du Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Est-ce que, doit-on dire que ce bloc a réussi dans ce sens, ou y a-t-il eu des avancées dans ce sens? Bon, je dirais que ce bloc intervient comme un bloc de négociation pour arranger les choses. Donc, quand on voit un peu tel que le bloc évolue, il n'y a pas encore eu d'avancée pour autant. Mais c'est vrai qu'il faut préciser que ce bloc qui était constitué des 5 pays d'habitude qu'on connaissait, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, représentait 42% de la population mondiale et plus de 23% du PIB mondial. Mais avec l'élargissement, ils sont aujourd'hui à 46,5% de la population mondiale et autour de 30% du PIB. Donc, déjà, c'est un facteur qui peut leur permettre de négocier, un facteur à mettre dans la balance pour négocier aujourd'hui. Donc, je crois que même s'ils n'ont pas eu d'avancée jusque-là, c'est que actuellement, ils ont beaucoup plus de force
pour pouvoir négocier un certain nombre de choses, notamment tenant compte des intérêts des pays. Et je crois que ce que disait l'ambassadeur, c'est très important. Il faut aujourd'hui tenir compte de l'intérêt de tous les pays. C'est-à-dire que c'est parce que 5 pays ont constitué les BRICS qu'aujourd'hui, il faut se considérer comme les plus forts. Mais il faut tenir compte des plus petits pays qui adhèrent. Et vous allez voir aussi que tous ces pays qui veulent adhérer aux BRICS aujourd'hui, c'est des pays qui veulent, comme je l'ai dit, s'affranchir, mais en même temps, essayer de quitter une certaine domination économique de certaines puissances. Et donc, ça pourra permettre à renégocier les choses au niveau du Fonds monétaire international et au niveau de la Banque mondiale également. Aujourd'hui, on a des pays comme la Chine, l'Inde, avec des économies fortes, dont l'Afrique dépend aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, les deux pays ont su se placer ou en tout cas peser dans la balance par rapport déjà à ces institutions-là, par rapport à l'Afrique? Oui, quand vous regardez un peu la présence de l'Inde et de la Chine aujourd'hui en Afrique, c'est des pays qui marquent leur territoire, qui au fur et à mesure envahissent certains pays d'Afrique notamment. Et donc, quand vous voyez les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis également, c'est un pays qui a réussi à se positionner, notamment pour l'Inde. Donc, aujourd'hui, dans leur position au plan mondial, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, leur permet de renégocier le pacte économique qui existait depuis des années et qui faisait des États-Unis les plus forts, qui faisait de la France, de l'Allemagne, des pays d'Europe en général les plus forts. Donc aujourd'hui, il s'agit pour ces pays maintenant de se mettre dans la balance, de pencher certainement de leur côté, mais en même temps en travaillant à préserver les intérêts des pays africains. Que ces pays ne viennent pas aussi comme des envahisseurs, comme on a pu voir depuis 60 en Afrique, mais que ces pays contribuent véritablement à travailler pour l'essor économique des pays africains. Oui, oui, monsieur l'ambassadeur, oui. J'ajoute quelque chose quand même pour essayer de comprendre un peu la situation telle qu'elle est aujourd'hui. On a parlé des pays qui ont posé des candidatures, qui ont demandé. Initialement, c'était 26 pays. Et subitement, on parle d'une quarantaine. On parle d'une quarantaine. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Et ceci explique... Ça dit ce que ça dit, hein? Ça dit ce que ça dit. Donc, ça signifie qu'il y a brusquement une certaine résurgence des intérêts différents. You know? Quelqu'un qui dit, alors, écoutez, il y a 26 candidatures déjà, parmi lesquelles on va choisir, je ne sais pas combien, mais on voit que les membres qui sont déjà dans le groupe de 5 et les membres qui sont sur la liste des applicants, il y a des pays qui n'ont pas convaincu les grands frères. Alors, si ça ne convainc pas, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah écoute, je vais demander au 27e pays, au 28e, au 21e, pour aller poser candidature. L'autre petit grand frère comme Damien, il va dire, écoutez, oh, moi j'ajoute tel. Tu peux les et l'autre considérer. continue. À moins de 24 heures, c'était déjà 40 pays et plus. Pourquoi alors? Ça vous montre déjà qu'il y a une certaine nervosité dans cet exercice. Si je ne fais pas attention, je risque d'être mis de côté. Mis de côté. J'allais utiliser le français africain. Vous allez être pimbénisé. Tu vois. Alors, si vous êtes mis à côté, ça veut dire que vous avez une autre lutte à engager. Donc ne soyez pas étonnés que parmi les 40 pays dont vous parliez tout à l'heure, il y a des pays qui n'étaient même pas convaincus, qui devaient appliquer. Ouais. Mais quelqu'un a dit, hey, allez-y, va poser la question, va faire l'application, et tu ne le fais pas, peut-être que dans 3 jours, tu vas quelque chose. Alors, Damien, allons-nous comprendre les gens aussi qui avancent la théorie du complot, par exemple, de dire il y a des membres qui voulaient adhérer au groupe
et non pas pour le renforcer, mais pour le fragiliser. Y a-t-il des raisons de croire à cette théorie, par exemple? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, regardez, ceux-là qui ont été retenus, Oui. c'est des pays traditionnellement contre les Occidentaux. J'aurais aimé ne pas dire ça, mais bon, c'est déjà sorti. Mais quand même, quand on regarde, il faut quand même prendre en considération certains aspects. La chose d'ailleurs qui, moi, me choque, surtout visant des pays africains, parce que je suis africain, c'est que on trouve, nous sommes les plus nombreux à postuler pour ces organisations de nos jours, parce qu'au lieu de travailler pour se libérer, pour être indépendant, nous avons l'illusion de croire que c'est le fait d'appartenir à certains blocs qui va nous libérer. Et aujourd'hui, vous avez vu quand il y avait eu la situation entre la Russie et l'Ukraine et il fallait voter. Si vous reprenez la carte et vous voyez comment les pays africains ont voté, ça vous donne clairement la position de nos réalités. Parce qu'il faut être indépendant avant de prétendre être interdépendant. Et comme nous parlons des grands frères grands, avec grand G, et des petits frères grands frères, comme mon aîné vient de le dire, la question majeure ici aujourd'hui, c'est que les gens veulent se rassurer qu'ils sont avec les gens avec qui ils vont composer ou qui partagent certaines idéaux. Mais ça va contre l'esprit d'inclusion et d'harmonie dans le monde. Alors, ça, par exemple, s'ils refusent même, peut-être que par stratégie, ils se disent on ne veut pas prendre des gens qui peuvent être pro-occidentaux ou dans leur cadre. Mais est-ce qu'ils oublient que ceux-là même qu'ils acceptent aujourd'hui, ils peuvent se faire négocier aussi. On a vu les déplacements du Premier ministre indien. Vous avez vu avant la réunion, c'était intense. Il était aux États-Unis, il était avec tous ces grandes... avec les gens qui, peut-être, ils sont en train de combattre. Si celui-là, par exemple, on le convainc, a dit, bon, tu es là pour nous, bon, comme ils t'ont déjà adopté, tu fais partie des grands qui pèsent dans la machine, mais nous, on va te proposer ci et ça, parce que c'est des intérêts individuels et nationaux aussi. Donc, vous voulez dire, par exemple, là, une seconde, là, moi, je vais réfléchir. Il ne faut pas manger le piment avec ma bouche. Non, je vais réfléchir comme les citoyens lambda, un homme de la rue. Vous voulez dire qu'on est d'abord passé par les États-Unis pour prendre la température et aussi quelques instructions avant de venir à Johannesburg? Il était en Europe partout. Ce que moi je sais, c'est que je ne suis pas dans le secret du fonctionnement de l'État indien, mais juste en tant qu'observateur neutre. Quand vous voyez ces déplacements, ce n'est pas anodin. Et si eux, ils disent qu'il y a théorie de complot aujourd'hui, alors que les gens même qui sont avec eux semblent être indirectement aussi avec ces gens qu'ils essaient de se réunir contre, ça veut dire qu'il faut qu'ils se posent aussi des questions à l'interne pour ne pas tomber dans le piège de croire que le fait de ne pas accepter un pays peut-être comme le Nigeria ou d'autres pays pour faire membre et de se calquer sur des pays qui historiquement ont un passé un peu galvanisé contre le système occidental, ça ne les dédouane pas forcément, c'est ce que je veux clarifier. Donc si même cette théorie de complot pouvait exister, le danger peut venir de l'intérieur. Et ils peuvent avoir un pays, vous avez vu même avec la question de l'Égypte qui vient d'être admise, comment les choses se sont passées avec les frères musulmans et tout ce qui s'est passé. Est-ce que l'Amérique est sans avoir d'influence avec ce qui s'est passé en Égypte, ni en Éthiopie, avec l'arrivée d'Abiy au pouvoir? Donc, si vous voyez des cadres comme ça, pour quelqu'un qui observe et qui juste analyse, c'est que tout peut se jouer. Donc, le fait que historiquement, le pays a été un pays peut-être relativement anti-occidental, il suffit que l'individu qui dirige le pays puisse avoir des influences ou des codes qui l'ont permis d'arriver à ce pouvoir, ou déjà quand il est là pour se maintenir, de jouer avec ses forces, il peut toujours faire des compromis qui peuvent toujours détruire le système de l'intérieur. Damien, il y a une observation que vous avez omise. C'est l'Inde aujourd'hui, le Premier ministre indien, Narendra Modi. Il va présider le G20. La présidence du groupe des 20 revient à l'Inde. Donc, en tant que président
Donc, celui qui va être... qui va Président en tant que pays membre fondateur des BRICS. Oui, mais qui va, en même temps, qui est président en exercice pour 2023, pour le groupe de 20. G20. Donc, il faut qu'il fasse la navette un peu partout. Donc, là, j'essaie de mettre... Un peu d'eau dans le bain. Et pour cause aussi, hein, l'année prochaine, 2024, c'est le Brésil, je crois. Oui, qui Qui va Et prendre 2025, c'est l'Afrique du Sud. Voilà. Petit groupe. Le Donc, flambeau. Les pays des BRICS se passent le flambeau du G20. Laurent, vous êtes là? Je suis là. Alors, Laurent, déjà, il y a un problème très sérieux parce que nous essayons un peu de voir les choses dans l'angle plutôt africain et surtout de ce que représente pour nous, Africains. Ce groupe des BRICS, déjà, nous connaissons les problèmes qu'on connaît des échanges commerciaux intra-africains. Aujourd'hui, les statistiques parlent de moins de 20% entre pays africains par rapport aux échanges. Est-ce que on a parlé des Nations Unies qui doivent réfléchir par rapport à ce groupe de BRICS et l'Union africaine en ce moment, quel regard, par exemple, l'Union africaine porte sur une telle évolution? Est-ce que c'est quelque chose qui nous intéresse au plus haut point? Doit-on conjuguer avec ou faire partie du groupe ou être dicté par le groupe? Bon, je pense qu'il faut partir du constat que l'Union africaine déjà aussi a du plomb dans l'aile parce que il faut d'abord être une organisation assez forte pour prétendre aller en bloc vers un autre groupe dans une certaine mesure. J'estime fondamentalement qu'aujourd'hui, il n'est pas question de considérer l'Union africaine, mais c'est de considérer les intérêts de chaque pays. Donc quand vous voyez par exemple l'Afrique du Sud, vous voyez l'Éthiopie, l'Égypte, quand vous voyez le Nigeria qui veut intégrer, c'est que c'est les intérêts de chaque pays qui comptent actuellement d'abord. Parce que l'Union africaine, malheureusement, ne parlera pas d'une même voix en termes d'appartenance à un groupe ou pas, ou non. Et j'estime fondamentalement que oui, il faut tenir compte des intérêts de chaque pays, plutôt que de penser que c'est l'Union africaine qui donnera son avis sur l'appartenance ou bien l'adhésion au groupe des BRICS ou pas. Ce qui va se jouer, c'est que les puissances que vous voyez au niveau des BRICS aujourd'hui, chaque puissance va travailler pour ses intérêts en essayant d'allier à ce groupe des pays avec lesquels il a des intérêts commerciaux sur le plan africain. Je prends la Chine par exemple, qui n'hésitera pas à peut-être négocier avec certains pays pour les faire passer par les BRICS, histoire de pouvoir contrôler davantage sa présence en Afrique. Je prends la Russie par exemple qui gagne du territoire, notamment dans la sous-région Afrique de l'Ouest aujourd'hui, avec les pays dans lesquels il y a les coups d'État. Donc chaque pays va travailler. D'ailleurs, quand vous voyez l'expansion des pays, en tout cas l'ouverture qui a été faite cette année, vous allez voir que la Chine, qui a pratiquement 70% du PIB du groupe, a voulu l'expansion. Mais l'Inde se méfiait notamment de l'intérêt de la Chine. Donc la Chine voulant l'expansion, justement pour continuer à assurer sa puissance au plan mondial. Et vous allez voir de l'autre côté, le Brésil, par exemple, qui était aussi opposé à une certaine ouverture parce que estimant que l'ouverture pourrait diluer sa force au plan mondial, notamment avec l'arrivée de l'Argentine et certains pays de l'Amérique latine. Donc, il y a un problème qui va se jouer, c'est que ces puissances, au départ, au niveau du BRICS, vont travailler pour rallier certains pays, mais pas l'Union africaine, parce que l'Union africaine, malheureusement, ne parlera pas d'une même voix. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Damien, oui. Rapidement à ce que Laurent vient de dire. Quand vous prenez par exemple la composition du G20, dont nous venons justement de parler, la G20 a plusieurs pays européens dedans, mais l'Union européenne est comptée comme membre de la G20. Alors pourquoi l'Union africaine ne peut pas jouer le même jeu, même si ils ont quand même des faiblesses à leurs internes, mais ça leur permet quand même d'élever plus ou moins leur crédibilité, à mon humble avis. Mais des fois, quand ils s'écartent de ces genres d'organisations et qu'ils laissent les pays aller
en isolement. Ça veut dire que tous les pays africains vont vouloir, les 54 pays vont vouloir maintenant commencer par postuler, comme ils postulent pour rejoindre Commonwealth ou Francophonie ou n'importe quel groupe. Je ne sais pas qu'est-ce que ça rapporte à chaque pays, mais dans ce cas, je pense que le fait de mettre l'Union africaine d'avant, comme ce qu'a proposé récemment le président William Ruto du Kenya, quand il essayait de proposer ça, c'est un idéal. Et qu'il faudrait que forcément, à un moment donné, quelles qu'en soient les faiblesses de l'Union africaine, on puisse aller vers cela. Parce que ça nous donne quand même une certaine image vis-à-vis du poids mondial. Parce que l'Inde et la Chine pèsent aujourd'hui dans ce groupe comme les gros lots, simplement à cause de leur population et de leur territoire. Et à ajouter aussi la Russie. Donc pour vous, il n'y a pas de complexe à se faire en tant que bloc africain à être un sous-ensemble de ce grand ensemble. C'est même souhaité, parce que ça nous donnerait plus de poids, même si nous-mêmes, entre nous, on sait qu'on a nos fragilités, au moins du dehors, on nous verra quand même comme des gens quand même qui sont solidaires. Il y a une Union africaine ici, même si ce n'est pas façade. Donc, moi, je pense qu'il faut quand même souhaiter que nos dirigeants qui nous écoutent, qui sont dans ces institutions, pensent quand même que si l'Union européenne, qui a pu quand même intégrer la G20, alors qu'il y a des membres de l'Union européenne déjà dans la G20, pourquoi nous, on ne peut pas proposer maintenant, pendant qu'il y a Brexit, le BRIC maintenant, pour dire l'Union africaine veut faire membre intégrante. Et ceux même qui voulaient postuler vont se dire, bon, si l'Union africaine est déjà membre, ça couvre un peu de l'intérieur comme de l'extérieur. Mais le fait qu'il ne soit pas là, c'est comme si l'Union africaine n'a pas de poids et n'existe pas. Et ça fragilise davantage cette institution avec laquelle, normalement, on ne peut pas progresser sans que cette intégration régionale qui, malheureusement, est encore dans nos rêves. Monsieur l'ambassadeur, qui pour donner le ton, je ne dis pas dicter, donner le ton, ou peut-être montrer la voie à suivre? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, l'Afrique du Sud, qui est l'une des grosses économies africaines, le Nigeria les a dépassés. Le Nigeria, il y a également l'Égypte et aussi l'Éthiopie qui a rejoint. Aujourd'hui, qui est là pour, par exemple, dire aux collègues présidents africains, écoutez, messieurs, mesdames, nous pensons, nous estimons que c'est la voie à suivre, voici les raisons. Bon, théoriquement, ça devrait être l'Union africaine. Théoriquement. Mais pratiquement, ce n'est pas le cas puisque on n'a pas d'agenda commun en ce qui concerne ce nouveau membership de BRICS. Mais lorsque vous dites qu'on n'a pas d'agenda commun, je comprends d'une part, mais nous sommes partenaires. Les pays africains, aujourd'hui, nous savons combien. L'Inde et la Chine, la Russie aussi, finalement, les Africains, on a su finalement que le pain qu'on mangeait, finalement, ça provenait de quelque part. Aujourd'hui, la Russie, qu'on le veut ou pas, on doit composer avec. Mais parlons de la Chine et de l'Inde. Non. Nos économies, nos importations dépendent beaucoup de ces pays aujourd'hui. Soyons réalistes, monsieur l'ambassadeur. Quelle honte ça ferait de faire partie, une fois au moins, du même bloc que ces gens. Est-ce que ça n'allégerait pas les choses, nos partenariats, en tant que bloc, plutôt qu'y aller en solo? Ça n'aura de sens que le jour où, là j'insiste là-dessus, ça n'aura de sens que le jour où chaque pays africain, individuellement ou collectivement, dans l'Union africaine, pourra prendre son avion, aller à la conférence Chine-Afrique, Japon-Afrique, États-Unis-Afrique, Russie-Afrique, patati patata, avec un agenda commun. Parce que jusque-là, d'accord, on vous invite, vous prenez l'avion, vous y allez. Mais vous y allez en rang dispersé. Ça, ce n'est pas la façon de pouvoir maximiser les chances de faire entendre la voix. Si, à Addis Abeba aujourd'hui, l'Union africaine disait, écoutez, nous avons voyagé suffisamment, on va maintenant faire, l'inverse. Donc c'est l'Afrique et la Chine, demain, l'Afrique et la Russie demain,
l'Afrique et les États-Unis demain, etc., etc., etc. Et puis là, on dit, voilà, nous sommes là avec un agenda. Venez combler les vides s'il y a des vides. Dites-nous où vous pouvez intervenir. Dites-nous comment vous pouvez être inclus dans notre agenda. Dans notre agenda. Et c'est ça qui manque. Et aussi longtemps que ça n'y est pas, vous serez toujours divisé et en rang dispersé. Peut-être on mène vers la fin de notre émission. Laurent, vous êtes là? Je suis là. Vous avez compris, aujourd'hui, l'Afrique peine à avoir une position commune sur plusieurs points. Déjà, pourtant, nous avons des agendas. Nous avons l'agenda 2063, qui est aujourd'hui la Bible des Africains. Je vois les autres co-débattateurs rire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que cache leur sourire. Mais en tout cas, est-ce que vous, avec cet agenda-là, vous êtes aussi du même avis, qu'on ne parle pas d'une même langue, qu'on n'a pas forcément les mêmes priorités, qu'on ne regarde pas dans la même direction et que par conséquent, on est loin d'avoir les bénéfices ou de tirer les bénéfices des blocs comme les BRICS, où on doit parler d'une et même seule voix? En fait, je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas espérer que l'Union africaine adhère au BRIC, mais aujourd'hui, c'est qu'il faut considérer que chaque pays a ses intérêts. Donc, tel que l'a dit l'ambassadeur, il n'y a pas d'agenda commun. Chaque pays suit ses intérêts. Et aussi longtemps que ça va être comme ça va être difficile de parler d'une même voix et de se renforcer. Et c'est pour ça que je répondrai à Daniel pour dire que oui, on souhaiterait bien que l'Union africaine soit membre de ce groupe, mais malheureusement, c'est qu'au sein de l'Union africaine, il y a des pays qui sont déjà fragilisés dans une certaine mesure. Et aussi longtemps que ces pays ne seront pas renforcés dans une certaine mesure, il n'y a pas espoir. Et d'ailleurs, quand vous voyez les décisions qui sont prises au niveau de l'Union africaine, qui parfois, à la limite, sont dictées par des puissances étrangères, je me pose la question de savoir si l'Union africaine a vraiment la possibilité d'apporter, l'Union africaine doit adhérer à ce groupe-là. Dans une certaine mesure, qui va porter la voix de l'Union africaine? Qui va porter au sein de l'Union africaine? Est-ce le président de la Commission de l'Union africaine? Est-ce un des présidents puissants de l'Union africaine, notamment peut-être Cyril Ramaphosa, qui est président de l'Afrique du Sud, une des plus grandes puissances d'Afrique? Est-ce que c'est lui qui va porter la voix? Donc, il y a cette question qu'il faut régler en amont. Faire en sorte que l'Afrique déjà ait un agenda commun, pas d'une même voix, se renforce davantage. Parce que quand vous regardez l'Union africaine au niveau quand vous prenez l'Union européenne, il a bien dit que l'Union européenne appartient au G20, d'accord. Mais l'Union africaine a quelle force aujourd'hui, a quelle puissance aujourd'hui pour pouvoir essayer de s'imposer dans une certaine mesure et dire, bon, ensemble nous allons en bloc. Vous allez voir que quand cette décision sera prise, vous serez peut-être surpris ou bien de voir des pays se désolidariser pour dire, nous on n'est pas d'accord. Parce que la ficelle de leur gouvernance est encore tirée quelque part et cette puissance ne leur permettra pas de s'affranchir dans une certaine mesure. Donc, c'est le premier problème à régler, c'est d'abord travailler à renforcer l'Union africaine, à renforcer chaque pays, pour que chaque pays d'Afrique devienne souverain en la matière, contrôle véritablement son propre développement, et c'est à ce prix qu'on aura une Union africaine forte qui parlera d'une même voix. Autrement, c'est pas pour demain. En tout cas, merci beaucoup. On aura compris vos propos. Peut-être pour terminer, est-ce que les ressorts, ou en tout cas ce qui est ressorti du dernier sommet des BRICS, sera pris en compte, par exemple, d'une manière ou d'une autre, officiellement ou officieusement, au prochain sommet des Nations Unies? C'est mon souhait. J'espère bien qu'ils pourront lire attentivement les conclusions de Johannesburg, parce que ça reprend exactement tout ce qui est... C'est un rappel de ce qui a été décidé aux Nations Unies dans le temps et aujourd'hui, et qui appelle à des réformes pour essayer d'être inclusif et amener des résultats positifs pour tout le monde. Moi, au contraire, j'ai peur qu'il y a des aspects qui soulèvent, par exemple, le cas du dollar, qui va forcément être discutable, qui va peut-être semer de doutes dans le fait que les États-Unis déjà, qui
influence beaucoup l'Union et la politique mondiale, à travers les Nations Unies. Donc ça va être très difficile d'espérer que s'ils mettent des agendas comme question d'échange entre pays avec les monnaies qui veulent peut-être consolider et tout, ça risque aussi de devenir aussi déjà un plomb dans l'aile de cette organisation si l'ONU devait les valider. C'est un peu mon avis. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. Laurent, qui intervenait depuis Cotonou au Bénin, à vous, monsieur l'ambassadeur, ainsi qu'à vous, Damien. Merci à tous les trois. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule Propos. Au revoir.